vous direz. Voilà, absolument. À vos côtés, celui qui coach les plus grands, les patrons, Monsieur Mustapha Sqat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur DG du cabinet Conseil RH Leadership. Et avec vous, nous allons parler du coaching des dirigeants. De quoi nos patrons ont-ils besoin et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça dans un petit moment. Merci à tous d'être là, de vous mobiliser pour nos téléspectateurs un peu partout en Afrique et dans le monde. Et on commence par quoi le samedi matin? On commence par un aliment. C'est vrai que celui-là, il n'est pas glamour. En général, on a tendance à s'éloigner des autres ou des gens qui le consomment, mais c'est un véritable alicament, c'est un véritable médicament, c'est l'ail. C'est vrai que c'est la saison, on en a besoin pour lutter contre les virus, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour vous. On regarde en animation ce que ça donne. J'espère que ça va vous ouvrir l'appétit pour la suite du programme. On regarde et on revient. À tout de suite. On dit qu'une gousse d'ail peut faire fuir les vampires. Mais avant tout, découvrons qui il est. Originaire d'Asie, l'ail est cultivé et consommé depuis des millénaires partout dans le monde. Les Grecs et les Romains en raffolaient au petit déjeuner. Les principales variétés utilisées au Maroc sont l'Allium sagittatum Kunz et l'Allium vulgare Kunz. L'ail est doté de multiples bienfaits. Il est très riche en manganèse, indispensable à notre organisme, en vitamines B6 et C qui contribuent au bon fonctionnement de notre système immunitaire. C'est un antibiotique naturel puissant et il est bon pour le cœur parce qu'il agit contre le mauvais cholestérol. En cuisine, on retrouve l'ail en entrée, accompagnant des crevettes, sauté avec des pommes de terre et des herbes, dans un zalouk aux aubergines ou dans un tagine aux boulettes de viande. À tous les coups, l'ail apporte saveur et goût. Saveur et goût et apparemment un antibiotique naturel. On confirme ça avec la scientifique du plateau, docteur Marjane Benjeloun. Est-ce que c'est véritablement un antibiotique l'ail ou c'est finalement une étiquette qu'on lui colle? C'est une étiquette antibiotique, mais c'est un antiseptique. Enfin, en ce sens qu'il va un peu nettoyer les microbes qui, de toute façon, sont censés être nettoyés après par l'intestin. Un antibiotique, donc, non. Par contre, il a d'autres vertus connues et une des plus importantes est peut-être celle de diminuer la tension artérielle. Ça, c'est pas un mythe? C'est pas un mythe, non. Alors, les médicaments sont des fois nécessaires, mais c'est vrai qu'avant d'instaurer des médicaments, on va demander aux patients de changer ses habitudes hygiéno-diététiques. Et parmi les habitudes hygiéno-diététiques, on peut demander de consommer l'ail, qui va, et c'est peut-être sa vertu la plus importante. Je crois qu'il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Ce qui passe le mieux. Voilà, ce qui passe le mieux pour le sujet. Mais en tout cas, je pense que sa vertu qu'on peut retenir, scientifiquement prouvée, c'est celle de diminuer la tension artérielle, qui est quand même la source de pas mal de pathologies, malheureusement, chroniques. Nadia, vous avez un petit secret avec l'ail? Oui, moi je sais que quand je frotte mes ongles avec de l'ail, ils sont beaucoup plus forts. Plus forts, oui. Oui. Je vais vous dire aussi un petit peu les cheveux et tout ça. Pour les gens qui ont des problèmes de cheveux, moi, je n'ai pas de problème, mais ça sent très mauvais. Et là, vous ne dites pas que les vampires, il y a les amants, tout le monde. Quand on mange de l'ail, ça sent mauvais, c'est pas bon. On dit toujours évite l'ail. Évite l'ail. Évite l'ail, bien que ce soit très bon, mais il faut le dormir, il faut le manger et dormir. Et dormir, c'est ça. Et ça, bon, ça n'arrange pas les choses. Monsieur Sqat, justement, une petite histoire avec l'ail ou on vous laisse tranquille de ce côté? Non. D'abord, c'est un aliment que j'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup le goût, j'aime beaucoup, bizarrement, l'odeur. Pas l'odeur qui reste, mais en tout cas le parfum. Il y a un arôme qui est extraordinaire dans l'ail. Et moi, j'en mange tous les jours. C'est l'odeur de la bonne bouffe, en fait. Exactement, de la bonne bouffe méditerranéenne. Méditerranéenne, parce que c'est une signature de la cuisine méditerranéenne. Voilà, donc on a ouvert un petit peu... On a titillé les papilles et là, on va les travailler un petit peu. OK, on y va. Monsieur Mustapha Sqat, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc, je rappelle, fondateur DG du cabinet Conseil RH Leadership. Le coaching des dirigeants, de quoi nos dirigeants ont-ils besoin? Quelles sont leurs principales demandes? On va en parler avec vous. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont besoin d'être coachés? Est-ce que lorsqu'on est patron, on a quand même besoin d'être coaché? C'est, on va dire, la question principale, initiale, peut-être. On l'a posée à un expert et on revient pour continuer la discussion avec vous.
Mohamed Berada, je représente la société Crestcom. On est spécialisé dans le développement des compétences en management et en leadership. Il y a quelques semaines, je suis appelé par un ami à moi. Il me dit notre société a connu des hauts et des bas et en ce moment ça va pas très bien. Et je pense que mon patron y est pour quelque chose, je voudrais que tu le rencontres. Je dis ok. On rencontre son patron, il me dit, voilà, je dirige cette société depuis 30 ans, maintenant on a quelques difficultés. Je dis, est-ce que je peux vous poser une question directe? Il dit, allez-y. Je dis, est-ce que vous considérez que vous êtes un professionnel dans tout ce que vous faites? Il me regarde et me dit, oui, bien sûr, oui, absolument, oui, je suis un vrai professionnel. Je dis, et comment vous savez? Il me dit, c'est simple, je sais tout ce qu'il faut savoir pour bien faire mon travail et je le fais depuis 30 ans. Un vrai professionnel n'aurait jamais dit ça, n'aurait jamais dit je sais tout ce qu'il faut savoir. Et moi-même qui suis dans le coaching, je me suis vu récemment demander expressément un coaching à un confrère. En fait, je menais une mission avec un coach et à la sortie à un moment donné de la mission, il me dit, est-ce que je peux être honnête avec toi et te dire quelque chose? Je dis, bien sûr. Il me dit, tu ne me fais pas de retour régulièrement sur l'avancement de la mission. C'est toi qui as le contact avec le client. Et je suis toujours là à te demander où est-ce que ça en est, qu'est-ce qu'il t'a dit. Et en fait, je lui dis, je crois que tu viens de pointer du doigt quelque chose qui m'accompagne depuis de très très longues années. Et il me dit, ça s'appelle le feedback. Le feedback, c'est donner régulièrement un retour aux gens qui sont partie prenante dans ce qu'on fait. Et voilà, je pense que la morale de cette histoire, c'est que même un coach a besoin d'être coaché. Donc ça veut dire que tout le monde a besoin d'être coaché, si on comprend bien, monsieur Moustapha Serhat. Oui. Que l'on soit patron ou pas. Tout à fait. En fait, quand on parle de coaching de dirigeant, le dirigeant en général ne nous consulte pas pour le faire du coaching. Parce qu'à la base, déjà, on est des consultants. Nous sommes des consultants. Mais très souvent, quand on va en entreprise, la question qu'on pose toujours, c'est est-ce que le dirigeant fait tout ce qu'il faut justement pour que ça se passe bien chez lui? Et très souvent, il n'en est même pas conscient lui-même. Donc, avec un processus, on arrive vers lui et on se dit peut-être qu'il faut commencer par vous avant d'aller voir les collaborateurs, etc. Donc, ils ne viennent jamais d'eux-mêmes? Pas jamais. Maintenant, alors, il y a une évolution quand même dans le marché. Parce que quand même l'avènement du coaching du dirigeant c'est quelque chose d'assez récent, on va dire les 10 dernières années dans le monde, c'est beaucoup plus, c'est arrivé beaucoup plus avant nous. Mais la conscience des dirigeants d'être coachés, et par des Marocains, parce que je souligne quand même ce point, est assez récent. Parce qu'il fallait quand même Avant, vous avez confiance plus à ceux qu'on va ramener de l'étranger, voilà, qu'ils ont plus d'expertise. Voilà, exactement. On était bien sûr sur des références à l'international, ce qui est normal, parce que les premiers qui ont bénéficié de coaching, ce sont les cadres de grandes entreprises et multinationales. C'est ça. Et donc, nous-mêmes, nous sommes un petit peu des enfants des multinationales. C'est pour ça qu'on a gardé ces relais et que finalement, du consulting, on a commencé à faire du coaching aussi, sachant que le coaching n'est pas le consulting. Le consulting, c'est du conseil. Alors que le coaching, on ne donne pas de conseils, on écoute, on questionne et on aide la personne à trouver elle-même les réponses. Et c'est beaucoup plus puissant que de venir avec des recettes toutes faites. C'est ça. Alors, maintenant, lorsque ce sont ces patrons qui viennent vous voir pour un accompagnement, qu'est-ce qu'on vous demande en général? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de façon générale en termes de besoins chez le top management? C'est comme le sujet. En général, on nous appelle parce que ça ne va pas. Parce que l'entreprise a des difficultés, d'abord commerciales ou financières, c'est ça le premier point, ou des difficultés de plus en plus relationnelles ou de gestion de relations entre les collaborateurs et la direction. Et de plus en plus, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients de leurs droits. Donc la notion d'autorité a changé. Et donc forcément, beaucoup de dirigeants ont compris très vite qu'il y a un travail à faire sur eux-mêmes et ça part de là. Pour imposer une forme d'autorité, mais de façon déguisée. En tout cas, pour pouvoir avancer dans leurs objectifs en étant autrement que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça. Voilà, mais voilà, vous l'avez dit, c'est surtout pour des difficultés au sein de l'entreprise, mais est-ce qu'il arrive parfois que des patrons vous appellent en pointant directement du doigt une problématique personnelle? C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Ça arrive. C'est beaucoup plus rare quand il s'agit de patrons qui ont vu un de leurs collaborateurs être coaché et qui a modifié son comportement.
D'accord. Et donc, du coup, très souvent, il nous est arrivé de devoir de coacher un comité de direction, c'est-à-dire un directeur financier, un directeur commercial. Et un jour, le président dit, mais tiens, et moi, est-ce que je peux bénéficier de la même chose? Bien sûr, c'est... Est-ce que vous êtes vous êtes en train de devenir en quelque sorte les psy accessibles des dirigeants? D'abord, les dirigeants... L'oreille attentive des dirigeants. Peut-être pas psy parce qu'il y a une différence quand même Oui, bien sûr. fondamentale. C'est un raccourci que je fais en disant. Oui, et le raccourci. D'ailleurs, comme on dit chez nous, de manière très simpliste, mais vous ne m'en veuillez pas, le psy, c'est pour regarder le passé et le coach, c'est pour travailler sur le présent et l'avenir. D'accord? Donc ça, c'est juste une façon de clarifier les choses. D'ailleurs, le psy ou le psychologue, le psychiatre, et en général, accompagne aussi le processus de coaching. En ce sens que des fois, nous, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, nous. C'est ça, bien sûr. Notre métier, on nous a appris à détecter les aspects sur lesquels nous n'avons pas le droit de toucher parce que ça comporte un risque pour la personne. Et à ce moment-là, on signale au superviseur et on se concerte avec lui. Soit il nous recommande de recommander au client de faire une analyse psychanalytique en parallèle avec le coaching. Une psychothérapie. Ou psychothérapie. C'est ça. Ou arrêter le coaching et lui recommander d'aller d'abord faire un travail avec un psychanalyste avant de revenir sur l'objectif de coaching. Okay. Parce que le coaching, sans avoir un minimum, on va dire, d'éléments psychologiques, ça devient dangereux. Et à ce moment-là, ce n'est pas notre métier de faire de la thérapie, pas du tout. Alors Nadia Alami, vous êtes aussi opticienne. Oui. Et donc, on va dire, vous êtes votre propre patronne. Oui, les choses sont différentes quand même, non? Non, j'allais lui poser une question. Bien sûr, allez-y. Ou peut-être c'est aussi une remise en question. Moi, ça fait 30 ans que j'ai la même équipe. On est au sein de mon entreprise d'optique et j'ai comme l'impression, surtout depuis l'année dernière, que ma relation avec eux a changé, que eux aussi ça a changé et que même la manière de nous comporter avec le patient est complètement différente qu'avant. Et c'est dû à quoi? Donc, je ne sais pas. C'est positif ou vous le vivez comment? Je ne sais pas déjà. Je pose des questions. Oui, parce que l'équipe, en fait, on dirait qu'elle s'est un petit peu habituée à des anciennes méthodes. Et c'est très embêtant parce qu'on avance vers des méthodes beaucoup plus modernes, beaucoup plus rapides, beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus techniques. Et on dirait que l'équipe ne suit pas. Et moi, personnellement, comme je vais faire... je vais souvent souvent dans des formations, dans des séminaires, dans des conférences, dans des salons. Je vois que les choses avancent très très vite en Occident, surtout en Europe. Et chez nous, malheureusement, ça stagne et ça m'énerve. Voilà. Et je vous assure que j'ai failli dire, ça y est, j'en peux plus. Je vais prendre ma retraite avant. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on ne se rend pas compte que les éléments autour de nous évoluent, que notre environnement évolue. Et la vitesse avec laquelle il évolue, surtout maintenant, elle est un peu plus rapide que notre conscience, nous, de ce qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et si votre équipe a changé, c'est que vous avez changé aussi quelque part la manière avec laquelle vous les écoutez ou avec laquelle vous interagissez avec elles a été quelque part dégradée. Parce qu'il y a d'abord une grande composante dans la gestion des ressources humaines en général, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est-à-dire, quelque part, on s'installe dans une routine qui nous semble, qui nous sécurise, mais qu'en fait, qui est nuisible et qui peut nous porter préjudice. Le coach a pour rôle de réveiller un petit peu et de faire en sorte à ce qu'on crée un nouveau projet pour l'entreprise. C'est ça. D'accord. Pour créer une meilleure fédération. Une meilleure énergie. Voilà, une nouvelle énergie. Oui, ce qui est tout à fait faisable. D'accord. Donc, je ne sais pas. Une autre consultation, moi je prends les honoraires. Docteur Marjane. Moi, je suis ma propre patronne aussi dans mon cabinet, mais j'ai une équipe très restreinte avec ma secrétaire. Et je crois que j'aurais vraiment besoin de vos conseils parce que c'est peut-être beaucoup plus que les consultations, c'est la relation avec ma secrétaire, je ne vais pas le dire, qui se passe très bien, mais qui, à la limite... ça se passe trop bien. Ça se passe trop... J'ai toujours peur. J'ai toujours une inquiétude. Est-ce que je fais bien ce que je dis bien? Est-ce que voilà, c'est toujours cette peur de mal faire. Et là, je pense que j'aurais besoin non pas de conseils comme vous dites, mais d'un regard
regard nouveau et que c'est pas évident. Je pense que c'est beaucoup plus dur d'être chef. C'est pas ce que je veux dire, mais d'être supérieur plutôt que salarié. Enfin, on va dire plutôt que salarié, parce que on a voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien parce que ça demande quand même des fois, vous devez réveiller chez les dirigeants des blessures d'ego, parce que ça demande une humilité Dans le palmarès, l'ego est le premier ennemi de la femme ou de l'homme de pouvoir. Ouais, c'est ça, tout à fait. Parce que c'est très difficile de taire son ego quand on a quand même un certain charisme, C'est-à-dire, il y a beaucoup de dirigeants qui sont naturellement leaders aussi. Oui. Donc il faut respecter ça en eux. Il faut pas parce qu'il y a des fois des pratiques qui ne sont pas tout à fait contraires. Il faut sauvegarder ça, mais à côté de ça, de créer en lui l'empathie nécessaire pour diriger des équipes. Pour mieux diriger, être encore plus installé dans son autorité naturelle, plutôt que dans son autorité puisée dans son pouvoir hiérarchique. C'est ça. Voilà, ça. donc c'est ça l'équilibre. Moi, ce qui m'arrive dans mon cas, en fait, c'est qu'il y a 30 ans, j'étais la seule diplômée formée dans cette équipe. Je leur ai tout enseigné. Pour moi, aujourd'hui, après 32 ans, je me rends compte qu'ils sont toujours c'est-à-dire comment je vais vous dire, ils n'ont pas pris la liberté d'exercer par eux-mêmes. Il fallait toujours demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je le fais comme ça, est-ce que je le fais. À un moment, ça y est, je dis mais c'est pas vrai, vous posez encore les mêmes questions. Vous comprenez? Peut-être, comme vous dites, j'ai été le leader assez présente, même trop présente. Peut-être, j'ai pas su leur faire confiance au début et je voulais faire à leur place aussi. Et aujourd'hui, la moitié des choses, ils ne peuvent pas encore. Mais je dis quand même, après 32 ans... Après, l'ego, c'est la délégation. Ouais. Voilà. C'est qu'un manager, très souvent, et on apprend tous à être manager, on n'est pas né manager. On peut naître leader, mais manager, c'est plus compliqué. Le leadership peut être un peu naturel, mais ça se travaille aussi, attention, ça se travaille. Mais on a d'autres sujets qui arrivent, et on a surtout des questions de téléspectateurs. On va en prendre qu'une seule, parce que par manque de temps, justement. Alors, c'est Aya qui vous demande, les séances de coaching dirigeants sont-elles confidentielles? Alors, nous, on signe d'abord ce qu'on appelle un NDA, Non-Disclosure Agreement, c'est-à-dire on signe un accord de confidentialité dans les deux sens. Ok. Parce que très souvent, le coaché lui-même n'est pas très... Il y a des gens qui sont différents, il y a des gens qui n'arrivent pas à contenir. La confidentialité est on n'a pas de serment d'Hippocrate. La profession, malheureusement, n'est pas encore organisée suffisamment. Mais il y a quand même beaucoup de coachs qui sont très, très à cheval sur l'éthique et sur la confidentialité. Et même la confidentialité, quand on a une mission qui est payée par une entreprise pour un collaborateur. Bien sûr. C'est-à-dire que vous n'allez pas raconter à l'entreprise ce qui se passe avec le collaborateur. On a des normes qui permettent de donner un bon feedback, comme vous avez vu dans le sujet, sans pour autant dévoiler des aspects très privés de la personne en question qui est collaboratrice. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'émission et puis à toutes les questions, justement. On continue l'émission ensemble, si vous le permettez, Monsieur Scrat. Et on va retrouver tout de suite notre femme inspirante de cette semaine. Merci beaucoup de choisir Média TV pour vous accompagner et on se dit tout en particulier. On va dire beaucoup de choses avec notre femme inspirante de cette semaine. C'est vous, Nadia Alami. On vous retrouve tout de suite pour les détails.